Comment est-ce qu'Euron et ses marines du chaos ont réussi à voler le vaisseau amiral de rebooter Guilliman? Et comment ont-ils fait pour le capturer? Comment est-ce que c'est possible que des simples Space Marines du chaos soient autant forts, voire plus forts qu'un Primarque? Est-ce un mensonge colporté par les entités du chaos, ou un fait véridique? Est-ce que le pirate de l'espace préféré de tous, le seul pirate qui n'est pas d'ailleurs un orc, est-il réellement aussi puissant et aussi intelligent que ce que l'on dit? Est-ce qu'Euron Sombrecœur est le plus puissant des chefs de tous les Space Marines du chaos? Ce récit va nous parler d'énormément de moments de politique au sein des Space Marines du chaos afin de comprendre le réel fonctionnement. Si vous ne connaissez pas très bien cette faction, cette vidéo est parfaite pour comprendre les rivalités au sein de ces clans. Attention, il y aura de gros spoilers sur le livre d'Euron Sombrecœur, le maître du Maelstrom. Si vous voulez rejoindre la communauté du Brush Club, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Brush, bonne vidéo à tous. L'intrigue de notre histoire reste relativement simple. Elle suit une lutte de pouvoir entre Euron et l'un de ses lieutenants pour le contrôle des raids corsaires. Les raids corsaires étaient d'ailleurs autrefois un chapitre Space Marine loyal à l'empereur et très puissant. Chapitre anciennement nommé les Astral Claws. Et les événements qui vont suivre ont lieu peu après l'ouverture de la Grande Faille, dont on parlera un peu plus tard. L'histoire commence avec ce qui sera plus tard révélé comme un flashback. Cet événement étrange prend place durant la croisade Indomitus, menée par un capitaine ultramarine qui reçoit un message astropathique. Le capitaine se rend vite compte qu'il s'agit d'un avertissement sur une attaque à venir de Euron. Puis l'histoire va petit à petit se focaliser sur Euron en personne, qui à ce moment est en train de mener un raid sur un petit avant-poste du Mechanicus. À ce stade, la faille s'est bien ouverte, et il a entendu parler du retour de Guilliman, le Primarque ultramarine, le légendaire fils du dieu empereur. À ce moment-là, les corsaires ont pratiquement pris l'avant-poste du Mechanicus, à l'exception d'un seul survivant. Alors Euron décide d'enquêter. Et ils finirent par trouver une Datasmith appelée Grisa Dalax, qui était accompagnée de robots Castellan. A savoir que les Datasmiths sont spécialisés dans la manipulation des robots Castellan. Il s'agit de machines surpuissantes, pouvant aller jusqu'à tenir tête à un Space Marine, voire même à en tuer certains. Euron est un fin stratège. Il sait que les alliés sont importants, principalement des alliés qui pourraient manipuler pour obtenir de précieuses informations sur son ennemi juré. J'ai nommé l'Imperium. Et plus particulièrement sur le fils prodige rebooté Guilliman qui serait soi-disant revenu. Euron décide alors de donner deux choix à la Warsmith. Au lieu de mourir sur le champ, il lui propose de rejoindre ses forces et de continuer à assurer le maintien de la sainteté des Castellan. Et étonnamment, elle accepte. Mais elle ne le fit qu'après avoir reçu l'assurance qu'elle pourra garder ses robots pour elle, et elle seule. De plus, elle fait la demande d'être à l'abri des attentions des Warsmiths de Euron et des adeptes du Dark Mechanicum. A savoir que les Warsmiths sont les tech marines chaotiques, et le Dark Mechanicum est simplement la version chaotique du Mechanicus, ou plutôt de l'Adeptus Mechanicus. Euron est plutôt du genre sarcastique, on pourrait même dire un vrai petit rigolo, qui, à ce moment, lui fait également remarquer qu'elle peut toujours choisir de changer de camp et de l'attaquer plus tard si elle le souhaite. C'est rigolo. Il lui laisse aussi la liberté de tuer quiconque tenterait d'interférer avec ses machines, et cela sans répercussion de la part du chef de guerre. Après cet événement insolite, Euron retourne à bord de son vaisseau amiral, et il le fait aux côtés de Dalax. Il est maintenant prêt à se diriger vers l'une de ses principales bases, la nouvelle Badab, là où les raids corsaires se rassemblent pour rejoindre la Black Legion, la fameuse armée d'Abaddon. A savoir que cette planète se trouve dans le Maelstrom, l'une des plus grandes tempêtes warp. Il est important de noter que les tempêtes warp sont extrêmement volatiles, et elles relient l'espace matériel et l'immatériel, reliant ainsi le monde des hommes, le matérium, au monde des démons, l'immatérium, même si en réalité il ne s'agit pas d'une réelle constante. Ces tempêtes sont en réalité des événements constants, qui voyagent entre le réel et l'irréel. En entrant dans ces tempêtes, vous pourriez tout autant vous retrouver recraché à l'autre bout de la galaxie, que simplement envoyé dans l'un des royaumes des dieux du chaos. Une fois arrivé sur place, Euron commence à parler à Dalax et à ses gardes du corps Terminator des anciennes légions, mais aussi de l'inaction de leur primarque. Euron est très imbu de sa personne, et en réalité, il est extrêmement talentueux et malin, ce qui ne l'aide pas à réellement raisonner, car il pense toujours avoir raison, et il a toujours un coup d'avance en réalité. Il se dit toujours que les autres sont mauvais, et que si quelque chose de mal se passe, cela n'est simplement pas de sa faute,
Il s'agit toujours d'un membre de son contingent de guerre qui fait de la merde ou de tentatives de sabotage d'un démon. Il pense sincèrement que Mortarion et Magnus sont inutiles et qu'il devrait prendre à beaucoup plus de combats plutôt que de ne rien faire. Mais, durant ces discussions, il est interrompu par l'arrivée de l'honneur de Macragge, le fameux vaisseau de Robouté Guilliman. À ce moment-là, Huron se prépare au combat, et peut-être même à mourir de la main de son potentiel père géniteur, ce qu'Huron trouve très amusant. Mais étonnamment, le vaisseau appelle le spectre de la ruine, et il s'avère qu'au lieu de Guilliman à la barre, il s'agit en fait de l'un des lieutenants d'Huron qui est aux commandes. Le terrible seigneur Verngar l'Apostat, un ancien Angel Carmine qui a été exilé de son chapitre, parce qu'il pensait que la soif rouge était en fait le résultat d'une contamination par le chaos, à savoir que la soif rouge est une anomalie génétique touchant les fils du primarque Sanguinus, les Blood Angels, ainsi que tous les chapitres successeurs sont touchés par cette maladie dangereuse. Bon, pour faire simple, la soif rouge rend les fils de Sanguinus à l'équivalent de vampires, car ils finiront assoiffés de sang. Et c'est pour cela que les Blood Angels et les chapitres liés à ces derniers sont considérés comme de réels vampires de l'univers de 40K, car si l'anomalie génétique fait surface, ils préféreront boire le sang de leurs victimes plutôt que de les tuer pour l'empereur. Oui, l'Imperium, les fameux good guys de 40K. Le nouveau venu, Verngar, informe Huron et les autres raids corsaires d'événements plus que choquants. Le primarque ultramarine, l'une des personnes les plus puissantes de l'Imperium, si ce n'est l'homme le plus puissant au moment de la parution de ce livre, ou plutôt le surhomme, mais Verngar a aussi l'honneur de Macragge, le plus puissant vaisseau de la flotte du primarque. Et ils auraient été tous deux capturés, alors qu'ils se rendaient sur Terra. Et le primarque aurait été emprisonné dans la Blackstone Fortress qu'Abaddon avait offerte aux raids corsaires. Pour ceux ignorant ce qu'une Blackstone Fortress, imaginez l'étoile noire de Star Wars, rajoutez une bonne dose de stéroïdes, non, encore fait au moins x1000 en termes de puissance, et c'est toujours moins puissant que la Blackstone Fortress. Mais malheureusement, à cause d'une attaque d'un démon majeur nommé Skarbrand, Guilliman s'est échappé. Mais il a dû laisser derrière lui son vaisseau. Alors que Verngar raconte tout cela à Huron et aux autres dirigeants des corsaires, il devient évident que l'Apostat convoite le commandement de la bande de guerre et qu'il prépare un coup d'état. Huron sait ressentir l'ambition quand il la voit, et en particulier quand l'un de ses soldats est en haut gradé, qui vient de s'emparer d'une relique comme l'honneur de Macragge, et qu'il a réussi à capturer un ennemi aussi puissant qu'un primarque. Cela va forcément attirer de nouveaux marines du chaos à sa cause. Huron a constitué des forces qui lui sont fidèles et cherche à rallier à lui d'autres champions et d'autres officiers de guerre très puissants. C'est pourquoi le simple échange entre les deux marines du chaos devient un spectacle politique pour tous les autres membres d'équipage et officiers corsaires présents. Chaque décision prise par Huron est importante à ce moment, comme le sont d'ailleurs toutes ses actions en tant que chef. S'il se loupe ne serait-ce qu'une seule fois, s'il montre une émotion, s'il doute, s'il montre une faiblesse, il sera instantanément vu comme non méritant de son poste. Car Verngar fera tout pour allier les autres à sa cause. Cette joute politique entre les deux est assez constante durant tout le bouquin à partir de ce moment-là, et cela finira par devenir le cœur même et l'intrigue de toute l'histoire. À ce moment du livre, on est introduit, et non, je ne ferai pas de jeu de mots de merde, on est donc introduit sans lubrifiant à différents membres haut placés du cercle de Huron, mais il y en a pas mal qui sont peu importants à proprement parler, mais quand même certains sortent du lot, et en particulier un certain Valtex. Et Valtex est un personnage très connu des raids corsaires. D'ailleurs, la raison est simple, il était le tech marine en chef des Astral Claws. Comme on l'a dit précédemment, il s'agit du nom de chapitre qui a tourné le dos à l'Imperium et changera ensuite son nom en raid corsaire. Ce fameux Valtex est l'un des plus proches alliés d'Huron. Pour être honnête, il y a aussi Garrix, qui est un autre membre proche d'Huron, et il est ce que l'on appelle un maître des exécutions dont les origines ne sont pas mentionnées. En gros, c'est un bourreau et un garde du corps. Et il sera toujours, enfin, pour un marine du chaos, loyal à celui qui commande tant qu'il pourra se battre. Maintenant, pour les membres un peu plus neutres, pour ne pas dire suisses, comme moi, il y a un personnage qui n'aime pas Verngar. Et il est donc fidèle à Huron pour l'instant. Bon, j'avoue réellement avoir oublié son nom. Ensuite, nous avons le sorcier le plus puissant des corsaires. Et son alignement au sein des groupes de combat reste encore incertain. Mais il semble tout de même bien plus proche de Verngar que d'Huron. L'un des autres alliés proches d'Huron est Gareon, le Corse Master, le maître des corps. Et il s'agit simplement de l'apothicaire en chef des corsaires, et l'un des autres personnages majeurs de ces derniers. À savoir que les apothicaires sont les médics des marines. Et oui,
étonnamment, les Space Marines du Chaos gardent une sorte de cohésion avec les chapitres loyaux, dans le sens où ils gardent les mêmes tactiques de régiment et de hiérarchie. À ce moment-là, on apprend que l'apothicaire est absent de la nouvelle Badab et qu'il fabrique de nouveaux corsaires à partir d'une souche génétique expérimentale des Astral Claws, qui, en plus de ça, aurait été volée à des loyalistes. Mais malheureusement, après cet événement, on n'en apprendra pas plus sur notre très cher soldat de la Croix-Rouge. Une proposition étrange va ensuite avoir lieu. Verngar, qui, je le rappelle, cherche à renverser l'autorité du Rhône et sa politique, décide d'offrir l'honneur de Macragge à Huron. Mais étonnamment, le chef de la bande de guerre refuse le présent. Et il le fait parce qu'il considère que l'esprit de la machine du navire n'est pas fiable, et qu'il pense qu'il refuserait de tirer sur les navires loyalistes. Valtrex, le maître des forges, est d'accord avec cette affirmation, mais le sorcier des corsaires pense pouvoir annuler ce processus. En réalité, Huron avait déjà un plan derrière la tête. Et c'est pour cela qu'il refusera le vaisseau. De plus, s'il accepte le vaisseau sans l'avoir lui-même capturé, cela paraîtra comme indigne d'un marine du chaos. Et s'il le refuse, cela montre qu'il porte de l'importance à ce genre de trésor de guerre, et cela encouragera donc l'ambition de ses troupes. Les raids corsaires ont été conviés par Abaddon afin de les rallier à sa cause. Mais les marines du chaos savent que cela n'est que pour ses propres profits. Alors, Verngar propose une alternative. Il dit avoir entendu parler d'un artefact capable d'activer la puissance maximale d'une Blackstone Fortress. Il s'agirait d'un artefact nommé la Serre d'Ébène. À ce moment-là, un marine propose de concentrer tous leurs efforts sur l'attaque de Kogoris, la planète d'origine des Wildscars. Il suggère cela car les Space Marines à l'armure blanche sont dispersés, et cela montrera à la galaxie que les corsaires sont une menace réelle, sans parler de tous les stocks de graines génétiques et de l'équipement qui pourrait être pillé sur cette planète. Il affirme également que cela aiderait les objectifs d'Abaddon, quels qu'ils soient, en attirant les fils du Khan loin des autres zones de guerre. Huron accepte et décide donc d'attaquer Kogoris, mais il en profite pour isoler Verngar de ses partisans et il le fera uniquement avec l'honneur de Macragge. Huron fait cela dans le simple but de récupérer le fameux artefact sacré. Tandis que les autres officiers reçoivent l'ordre de préparer l'attaque de Kogoris, Huron prévoit de suivre Verngar pour s'assurer qu'il obéit aux ordres. Bien qu'Huron complote contre Verngar, et que Verngar complote contre Huron, il apprécie que ses hommes soient ambitieux. Il ne veut pas que les corsaires restent dans le Maelstrom sans combattre, et sans réel succès, car non, les raids corsaires et lui-même valent bien mieux que cela. Verngar n'a pas aimé l'offense d'Huron, car le chef de guerre a envoyé l'apostat chercher l'artefact afin de l'éloigner de Kogoris, et pour l'isoler des autres raids corsaires. Verngar voulait avant tout diriger l'assaut de Kogoris avec son nouveau vaisseau, mais Huron avait d'autres sombres projets. À ce moment-là, Verngar tenta donc de quitter New Badab pendant qu'Huron était occupé à recevoir les serments de fidélité d'un groupe de soldats taréliens. À savoir que les taréliens sont d'horribles xénos qui sont là pour servir de chair à canon pour les plans machiavéliques d'Huron. Mais malheureusement, son plan ne se passera pas comme prévu. Si Verngar peut partir pendant qu'Huron est occupé, ce dernier ne pourra pas le suivre, et Verngar aura donc le champ libre. Car les Xénos sont en plein rituel sacré, si ils sont interrompus, ils deviendront hostiles. Pour cette raison, Huron décide d'attaquer les Xénos, afin de ne pas perdre de temps. À vrai dire, il va plutôt les anéantir en les brûlant vivants avec son lance-flamme, et les couper en deux à coups de hache. Puis, après ce génocide, il se dirigera vers son vaisseau, le Spectre de la Ruine, afin de poursuivre Verngar. D'ailleurs, pendant ce carnage de Xénos, Dalax, la manque de l'Adeptus Mechanicus loyaliste, se promène simplement et tranquillement sur les ponts du Spectre et tire sur tous ceux qui la menacent. Et elle décide de demander à ses robots de se couvrir de sang, afin de mieux se fondre dans leur nouvel environnement, et pour évidemment ne pas se faire remarquer. Après quelques magouilles psychiques, car oui, à ce moment, on découvre qu'Huron est en fait un Psyker, et qu'il aurait reçu ce don suite à quelques deals avec des entités démoniaques. Huron parvient donc à suivre Verngar jusqu'à l'emplacement de la Serre d'Ébène. Il arrive finalement sur une planète de verre corrompu par Tsench, planète appelée Kyrène. Ce monde est habité par des nations mutantes en guerre, qui considèrent la planète de l'artefact comme leur terre sainte. Les corsaires devront donc traverser un énorme champ de bataille entre deux clans qui se prennent la tête pour récupérer leur artefact. Et les raids corsaires vont devoir passer à travers ce champ de bataille, au travers une énorme guerre, pour récupérer l'artefact au sommet d'une montagne. D'ailleurs, petite anecdote, Huron et le chaos ne font pas réellement bon ménage, si je puis dire. Car non, en réalité, il a déjà fait des deals avec des entités comme nous l'avons vu précédemment pour ses pouvoirs psychiques. Mais il fait tout pour éviter l'attention des dieux, car il sait que toute ambition ou toute soif trop violente
attirera forcément les faveurs d'un dieu trop puissant, même pour lui. Et cela se manifeste par le fait qu'il utilise la Madria, une entité démoniaque qui lui sert de familier, un familier au pouvoir psychique. Et cette engeance lui permet de voler le pouvoir des autres Psykers. Par exemple en renvoyant les propres forces du Warp comme un Uno Reverse Card. Par exemple, au moment où on apprend cette information, une troupe de Raptors, donc ces Space Marines du Chaos avec des jetpacks, les Raptors vont donc tenter de sauter sur la sorcière qui se trouve près de la montagne, et quand ils sont dans les airs, ils sont arrêtés net, puis ils arrêtent de bouger, ils sont comme paralysés. La sorcière va canaliser ses pouvoirs afin de les bloquer, puis de les compacter ensemble comme un Rubik's Cube et de les écraser, littéralement. À ce moment-là, on se rend compte de la puissance de certains sorciers, en plus quand ils se trouvent dans le Maelstrom, aussi près du Warp. Et c'est à ce moment-là qu'Huron va utiliser la Madria pour renvoyer le pouvoir de la sorcière contre elle-même, et il se fera écrabouiller par ses propres pouvoirs en fait. D'ailleurs, au cours de ce livre, Huron reçoit de nombreuses apparitions de dieux démoniaques lui proposant des cadeaux. Mais Huron, du haut de son insolence, préférera ignorer les voix qui se trouvent dans sa tête, ce qui ne manquera d'ailleurs pas de les faire rager. Comme on l'a dit, les corsaires vont donc éclater tous les mutants sur leur route, sorcières et autres mutants pas terribles. Mais l'artefact au sommet de la montagne est bel et bien protégé, et très bien même. Il est gardé par d'énormes bêtes de guerre. Le combat dure un long moment, mais les corsaires parviennent tout de même à repousser les monstres et à s'emparer de la serre d'ébène. Malheureusement, le fourbe Varngar met la main sur l'artefact en premier, et le traître se fait instantanément téléporter par son sorcier. Il se retrouve donc directement à bord du vaisseau ultramarine. Maintenant, Huron se retrouve avec ses derniers guerriers, et la planète commence à se désagréger. Tous les corsaires restants doivent courir vers leur transport, afin de ne pas être écrasés par une planète en verre, ou plutôt déchiquetés par des morceaux de verre qui tombent de partout. Et d'ailleurs, l'attention du détail est assez marquée par l'écrivain, car la membre du Mechanicus d'Alax est toujours accompagnée donc de deux de ses castellanes qui se trouvent devant elle, mais aussi du dernier se trouvant à l'arrière. Et ce dernier est en train de porter le corps d'un marine du chaos en armure Terminator. Et elle le fit car ses armures sont d'une rareté incommensurable. Et en même temps, cela nous montre que son allégeance va de plus en plus à Huron plutôt qu'à l'Imperium. Maintenant, Verngar, Huron et leurs troupes sont tous de retour sur la nouvelle Badab. L'attaque de Kogoris, la planète des White Scars, se déroule en ce moment même. Et elle semble aller dans le sens des marines du chaos. À la fois parce que les fils du Khan sont dispersés et parce que la planète n'est pas développée. Huron prévoit maintenant de tendre une embuscade au maître de chapitre des White Scars, nommé Jubal Khan. Verngar montre alors ses ambitions en amenant ses propres hommes à ce qui ne devait être qu'une réunion d'officiers supérieurs, et annonce à Huron que Korsaro Khan retourne lui aussi sur Kogoris. Varngar demande qu'on lui confie le commandement d'une embuscade qui piégerait les deux Khans. Mais Huron refuse, disant simplement à Varngar qu'il n'a pas les capacités nécessaires pour commander une telle bataille. Pendant une seconde, il semble que Varngar va passer à l'action. Mais au lieu de ça, il propose simplement de tester ses compétences. Varngar lui propose de mener une petite attaque sur le monde d'Ogris. Ce monde était autrefois la terre d'accueil du chapitre des Invaders. L'Imperium tente à présent de réaménager la planète pour qu'elle redevienne la base d'un chapitre de Space Marine. Varngar assure qu'elle est peu défendue et qu'elle se trouve de toute façon sur le chemin de Kogoris, ce qui en fait une bonne cible pour les corsaires. Huron accepte de le laisser mener cette attaque, mais décide de prendre l'honneur comme vaisseau amiral, le soustrayant ainsi au contrôle de Varngar. Une fois de plus, il semblerait que Varngar pourrait lancer son coup d'état absolument tout de suite, mais il cède à son chef. Pendant que Varngar mène l'attaque contre Ogris depuis le pont de commandement de l'honneur, Huron observe la situation depuis le trône de commandement de Guilliman. Les choses se passent étonnamment bien, mais Varngar commet l'erreur de laisser ses partisans personnels piller la planète, tout en obligeant les autres raids corsaires à monter la garde dans le vaisseau. Cela met particulièrement en colère un sous-groupe de corsaires composé de Space Wolf traîtres, nommé les Loups Rouges. Et ils sont à bord du Loup de Fenris, un puissant vaisseau spatial. À ce moment-là, les Loups Rouges commencent donc à sortir de leur formation, n'écoutant simplement pas les demandes de Varngar qui leur donne des ordres par Vox. Varngar décide d'ouvrir une nouvelle liaison Vox avec l'ensemble de la flotte, déclarant qu'il punira les loups pour cela. Et il le fait en se prenant un peu pour un prophète au pouvoir infini. Il le fait avec une certaine arrogance. Et il se met à sortir la serre d'ébène afin d'en tirer tous ses pouvoirs. Les loups sont enragés, et ils commencent à attaquer l'honneur. Après que d'autres capitaines de corsaires aient commencé à demander à Varngar ce qu'il faisait, il s'en prend à l'officier Vox de l'honneur,
utilisant l'artefact pour l'anéantir. Et il semblerait même que Verngar ait passé un pacte démoniaque pour lui aussi obtenir de puissants pouvoirs psychiques, afin d'utiliser le pouvoir de la serre d'ébène, le fameux artefact. Verngar était sur le point de faire de même avec le vaisseau des loups rouges, mais c'est à ce moment que le capitaine qui a reçu l'information d'une attaque des raids corsaires, donc rappelez-vous, tout au début de l'histoire, le capitaine Space Marine Ultramarine reçoit un message d'avertissement comme quoi il y aurait des raids corsaires qui allaient attaquer. Et à ce moment-là, le capitaine Loyalis se matérialise avec les vaisseaux ultramarines. Ils viennent d'entrer dans le système stellaire avec de nombreux autres navires ultramarines. Verngar décide donc d'ordonner à l'honneur de Macragge d'attaquer. Mais l'esprit de la machine du vaisseau se rebelle totalement. Il refuse de tirer sur les vaisseaux ultramarines. Je le rappelle, mais le vaisseau leur appartient de base. Il refuse donc de tirer sur ses propres alliés et maîtres. Alors que les fils de Guilliman s'apprêtent à monter à bord, Verngar ordonne la retraite du système. Mais le loup de Fenris, le vaisseau des loups hérétiques, est toujours en course d'attaque et lance des torpilles. Alors que Verngar est distrait, Huron l'attaque. C'est maintenant la fameuse tentative d'annuler le coup d'état. Car il faut préciser aussi, durant tout le livre, on sent le fait que Huron est beaucoup plus vieux, il a certes beaucoup plus d'expérience que l'autre Space Marine, donc Verngar, le lieutenant, mais il est tout de même assez apeuré par ce Space Marine. Il ne le montre pas, il ne peut pas montrer la faiblesse, mais il a peur de se faire détrôner. Un combat s'ensuit alors, au cours duquel le sorcier est tué, et Verngar est grièvement blessé. Mais malgré tout, il est laissé en vie. Huron s'empare alors de l'artefact sacré et se téléporte sur le spectre de la ruine, son vaisseau. Pendant ce temps, Dalak se trouve sur les ponts inférieurs de l'honneur, où l'équipage des serres ultramarines a commencé à se rebeller contre les raids corsaires. Elle a été chargée par Huron de désactiver les moteurs à distorsion. Et comme Huron l'avait planifié, elle y parvient enfin. Mais malheureusement, elle est abattue par des hordes de cultistes du Dark Mechanicum. Le livre se termine donc d'une manière extrêmement surprenante pour toutes les personnes ne connaissant pas le comportement et la politique des Space Marines du Chaos. À la fin de ce récit, nous avons droit à une magnifique révélation. Révélation nous faisant part du fait qu'Huron est celui qui a prévenu les Ultramarines, et que toute l'attaque sur Ogris a été conçue pour éliminer Verngar en tant que menace. Mais ce n'est pas tout. Le reste de la flotte corsaire laisse l'honneur de Macragge, le fameux vaisseau amiral de Guilliman, infesté de Scrapecode. Pour ceux ignorant ce qu'un Scrapecode ou un Scrapcode, il s'agit simplement d'un virus venant du Warp, qui infecte tous les ordinateurs sur un même réseau, mais aussi tout type de machines reliées. En gros, le Scrapcode peut être considéré comme l'équivalent pour les machines de la langue des ténèbres, aussi appelée la Dark Tongue. Il s'agit simplement de la langue parlée par les démons. Ce Scrapcode, ce virus, serait apparemment absurde à première vue, mais il posséderait un pouvoir anarchique qui peut paralyser un esprit de machine et pervertir une pièce de technologie pour la cause du chaos. Et cela relativement rapidement. On dit que même des chevaliers et des titans ont succombé à ce fléau vorace et auto-reproducteur. Les Tech Marines, dont les techniciens Space Marine du Chaos appelés Warsmiths, supervisent souvent l'implémentation du Scrapcode, qui ont à leur tour appris cet art grâce aux enseignements de deux entités surpuissantes du Chaos, j'ai nommé les deux primarques démons, Mortarion et Perturabo. Ce langage est souvent utilisé par les hérétèques du Dark Mechanicum, et cela afin de converser et communier avec les dieux du chaos et leurs manifestations démoniaques. Le livre se termine par une question de Valtex, donc l'ami très proche de Huron, qui lui pose une question sur Abaddon. Car à ce moment-là, Huron décide de foncer sur Kogoris, la planète des White Scars. Mais il y a de fortes chances qu'Abaddon n'accepte pas cela. L'ami d'Huron est donc assez perplexe vis-à-vis des conséquences de ses actes. Mais Huron est sûr de lui. Et il répond simplement à Valtex que si les raids corsaires ne s'allient pas à la Black Legion, cela ne pose pas de réel problème. Car si Abaddon a un problème avec le refus de s'associer à la Black Legion, il ne serait pas le premier maître de guerre à mourir. Au final, malgré la difficulté pour écrire des personnages comme Huron, qui sont des personnages très intéressants mais très complexes, Mike Brooks a tout de même réussi à garder une sorte de ligne directrice intrigante et à rendre le personnage attachant malgré sa méchanceté. Il a fait honneur à l'un des chefs de guerre les plus puissants, qui peut-être un jour osera défier Abaddon pour lui voler son titre de maître de guerre. Si d'ailleurs vous avez des recommandations de livres que vous voulez que je résume, mettez un commentaire et je choisirai les meilleures propositions. Je tiens aussi à noter une petite chose très intéressante vis-à-vis de l'auteur Mike Brooks qui rentre dans mon top 5 des meilleurs auteurs de Warhammer 40 000. Non seulement pour son talent à expliquer des personnages,
mais aussi pour son affect vis-à-vis de Warhammer et sa passion. Dans les remerciements à la fin de ce livre, il se livre vis-à-vis de la période du Covid qui n'a pas été facile pour beaucoup de monde, et il explique à quel point Warhammer a été chouette pour lui et les soirées gaming. Mais aussi, il nous avoue quelque chose. Il avoue que l'éditeur a refusé une citation de Dwayne The Rock Johnson dans la bouche du Rhône. Car oui, il a essayé de mettre une petite phrase de Dwayne The Rock Johnson, parce que bon, il faut quand même le dire, les deux sont un peu imbus de leur personne. Et j'étais très touché par ses remerciements vis-à-vis du fait qu'il était honoré de faire des livres pour nous, les fans de Warhammer, car c'est un réel fan de Warhammer, qui ne comprend pas être payé pour ce travail, et j'avoue ressentir cette même sensation étrange. Je suis honoré que vous aimez mes vidéos, de la même manière que probablement Mike Brooks est honoré que l'on lise ses livres. Merci à tous, mais ce n'est pas tout. On a encore beaucoup d'aventures, beaucoup de choses qui vont arriver, alors préparez-vous. Si vous voulez rejoindre Warhammer 40 000, tous les liens en description pour économiser de l'argent. Avec Elegoo, les imprimantes 3D pour économiser beaucoup de sous, My Hobby Place pour vos Warhammer directement chez vous, et Oli Energy, le plus vieux partenaire de la chaîne, pour vos boissons plus saines. Prenez soin de vous, la santé, des bisous, buvez de l'eau, mangez bien, faites du sport, et à très bientôt.